OK. Tout d'abord, merci d'être là, bien sûr. Et deuxièmement, c'est comme, je vais vous dire tout de suite, le titre est un petit peu un mensonge, mais je trouvais que c'était comme trop un bon titre pour ne pas le faire. C'est pas toujours vrai que c'est dans les petites sphères qu'il va y avoir les meilleurs plongements. Mais bon, on va s'en remettre. OK, donc, un petit peu, le but un peu de cette présentation-là, un peu, c'est vous introduire, veux pas, à mon domaine de recherche qui est la topologie symplectique, en essayant d'utiliser un peu des outils plus élémentaires. Et donc, j'espère que ça va fonctionner. Bien sûr, si vous avez des questions à tout moment, vous pouvez m'interrompre. Ça ne me dérange pas particulièrement. J'imagine que ce n'est pas trop un problème pour l'enregistrement. J'espère. OK, donc, on commence avec une définition. Désolé, c'est de même la vie. On va commencer avec cette quantité-là, que j'appelle EAB, mais pas une quantité, cet ensemble-là. Okay? Et ça, je vais appeler ça un ellipsoïde. Okay? Donc, si vous... OK, pensez pas à la deuxième ligne en ce moment. Regardez juste la première ligne et pensez à Z1 et Z2 comme étant des nombres réels. Ceci, ça correspond à quoi? Bien, ça correspond à ce que vous êtes habitué d'un ellipse dans le plan de demi... de petit... On a quelque chose de bizarre, tu vois, on dirait que... Ouais. Est-ce que je l'ai éteint? Non. OK. Non, mais Ah! c'est ça que je... Oh! On dirait qu'il y a... OK, fait que c'est peut-être pas juste ça. Pardon. Oui, est-ce qu'on m'entend? Plus? Mais parlez plus. Parle dans le micro. Ah, OK, si je parle comme ça, peut-on? C'est correct. OK. C'est une fois ça. Toutes les 15 secondes, on a des vœux. Ah, OK. Moi, j'entends vraiment pas d'ici. Fait que, merci. OK. Donc, espérons que ça fonctionne mieux maintenant. C'est ça. Donc, comme j'ai dit, si vous le pensez comme étant dans le plan euclidien que vous connaissez bien, ceci, c'est vraiment juste l'ellipse que vous connaissez de demi-axe, demi-petit axe, quelque chose genre A, racine carrée de A et racine carrée de B, le grand. Okay? Mais l'astuce, c'est qu'en réalité, pas l'astuce, mais la tour de passe-passe, c'est qu'on n'est pas dans le plan euclidien, on est plutôt dans le plan dans le plan, c'est pas vraiment le plan complet, c'est ça, on est dans C2. Mais vous pouvez le voir simplement comme étant dans R4 et respectant cette égalité-là. Okay? Vous devez vraiment juste le penser comme étant une généralisation de l'ellipse que vous connaissez bien, de comme votre secondaire, probablement. OK, donc, on a les ellipses. Puis essentiellement, les ellipses, ça va être un peu comme les ellipsoïdes, c'est un peu comme le sujet d'intérêt de notre présentation. Okay? Et on va aussi s'intéresser à un type d'ellipsoïde particulier, qui est simplement la situation où les deux demi-axes sont égaux. Et ça, on va appeler ça la boule. Et ça correspond bien à la notion de boule que vous connaissez bien, excepté qu'à cause de ma normalisation, c'est comme de rayon A sur pi. Okay? C'est pas très important l'histoire de normalisation, c'est juste que ça rend certaines formules un peu plus jolies. J'ai pas besoin de traîner des pi ici et là. Okay? C'est pas très important. Okay? Et le problème qu'on va s'intéresser, c'est on va regarder des applications de mon ellipsoïde dans ma boule. Okay? Donc, c'est une fonction qui prend 4 variables et qui a 4 composantes et qui prend des points, dans mon ellipsoïde et qui recrache des points dans ma boule. Okay? Mais je vais m'intéresser à n'importe quelle application, parce que c'est pas particulièrement intéressant, je prends n'importe quelle application, il y en a plein de ces affaires-là. Je vais m'intéresser à des plongements. Okay? Et donc, qu'est-ce que je veux dire par un plongement? Okay? Première chose, c'est lisse. Donc, c'est-à-dire, je peux faire autant de dérivés partiels que ça me tente, il n'y a pas de problème. Okay? J'ai le droit de faire autant de calculs différentiels que ça me tente, ça va être très pratique. Deuxième chose, c'est injectif. Okay? Donc, c'est-à-dire, il n'y a jamais deux points de mon ellipse qui sont envoyés au même point de la boule. Okay? Fait que c'est vraiment comme, on devrait le penser comme étant une façon d'inclure mon ellipsoïde dans la boule. Et finalement, la condition la plus abstraite, mais qui est quand même primordiale, c'est cette chose-là. Okay? On regarde le déterminant de la matrice jacobienne. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez rencontré par le bord en calcul 1, normalement. Et normalement, vous l'avez plus vu pour des transformations de R2 dans R2. C'est la même définition pour des transformations de R4 dans R4. C'est une matrice carrée, on peut regarder son déterminant. Je demande que son déterminant soit non nul. Okay? Donc, essentiellement, ça, c'est la propriété technique, mais très importante. Okay. Donc, on s'intéresse au plongement. Puis encore une fois,
le problème des plongements en tant que tel est relativement facile. C'est-à-dire, si je me pose la question, est-ce qu'il existe un plongement entre mon ellipse AB et ma boule A? La réponse est toujours oui, okay? Comme on verra plus tard. Donc, il va falloir ajouter des contraintes supplémentaires, mais on s'en vient là-dessus. Donc, c'est précisément ça là-dessus. Et les contraintes que je vais ajouter, c'est des contraintes sur ma matrice jacobienne. Donc, précédemment, je parlais du déterminant de ma matrice jacobienne. Bien sûr, si je prends le déterminant d'une matrice, il y a une matrice en tant que telle. Donc, c'est une matrice 4 par 4. Et la troisième condition serait écrite comme ma matrice 4 par 4 est inversible. Okay? Donc, déterminant non nul, inversible. Okay? Et j'appelle l'ensemble des matrices 4 par 4 4 par 4 inversibles, GL4. Okay? Donc, coefficient réel, 4 par 4. Et la condition sur ma matrice jacobienne revient à dire qu'en chaque point, ma matrice jacobienne appartient à GL4. Okay? C'est une façon plus abstraite, un peu, de dire, en fait, beaucoup plus compliquée de dire déterminant non nul. Mais bon, ultimement, ça, c'est un peu comme ce qui va nous permettre de regarder des problèmes un peu plus complexes. Parce que ça va nous mener à la question. Supposons que je prends un sous-ensemble de GL4, okay? Peu importe c'est quoi. Dans telle situation, c'est quoi les conditions sur A, B et grand A, telles qu'il va exister un plongement, tel que la matrice jacobienne soit dans mon sous-ensemble G? Okay? C'est un peu la question qui va nous intéresser aujourd'hui. Okay? Parce que comme j'ai dit, la réponse, en fait, comme on va le voir très bientôt, la réponse est extrêmement différente selon c'est quoi l'ensemble G qu'on choisit. Et donc, on va commencer en fait par un cas particulièrement simple. Le cas où G est égal à GL4. Okay? Donc, le cas le plus évident, on prend juste tout. Et la réponse à ça, c'est, il y a aucune condition. Un tel plongement va toujours exister. Donc, ça, c'est une grosse formule. Mais le point est que j'ai donné un exemple. Okay? Il y a plein de plongements possibles. Ça, c'est comme le plus simple, probablement. Okay? C'est-à-dire, on peut juste comme multiplier par les constantes appropriées. Puis après, on peut regarder la matrice jacobienne qui va être associée, parce qu'essentiellement, ça va juste être quelque chose qui va ressembler à l'identité. Parce que cette chose-là est quelque chose qui ressemble à l'identité. Donc, il y a quand même un petit peu de calcul à faire, là, mais on croit que c'est vrai. On va obtenir cette forme-ci. Et là, on se rappelle que par hypothèse, A est différent de 0, donc cette quantité-là est effectivement non nulle. Okay? Puis on peut aussi vérifier que c'est injectif et que c'est lisse. Donc, je ne vais pas faire toutes les vérifications ici, mais c'est quand même plausible. Donc, quand G est égal à GL4, c'est pas un problème intéressant. C'est-à-dire, il va toujours exister un plongement. On n'a un peu rien à faire. Par contre, il y a d'autres situations où ça ne va pas être le cas. Puis en fait, il y a un peu deux extrêmes qui vont nous intéresser aujourd'hui. Donc, les deux extrêmes, c'est SO4 et SL4. Okay? Donc, je rappelle, SL4, c'est les matrices 4 par 4 de déterminant 1. Et SO4, c'est l'ensemble des matrices de déterminant 1 telles que l'inverse et l'adjoint. Okay? Donc, on a ces deux groupes-là. Donc, c'est des groupes que vous avez rencontrés normalement en algèbre binaire. C'est des groupes qui ont des belles propriétés. Et on demande, donc, essentiellement, demander qu'en un seul point, la matrice jacobienne soit dans cet ensemble-là, ce n'est pas un problème. Mais demander en chaque point, ça donne que ça se traduit en des conditions globales sur notre ellipsoïde. C'est quoi les relations qui doivent exister entre un ellipsoïde et une boule pour qu'il existe un plongement. Okay? Pour lui, essentiellement, en fait, on a déjà trouvé le plongement qui va fonctionner. Celui-ci. Remarquez que si AB est égal à A carré, cette chose-là a effectivement déterminant 1. Et donc, si AB est égal à A carré, c'est-à-dire si la condition est respectée exactement, bien alors, on vient de trouver un plongement lisse, un plongement qui va fonctionner. Si c'est strictement plus petit, essentiellement, l'astuce, c'est juste on prend notre plus petite ellipse, on l'inclut dans une plus grosse ellipse, on utilise un plongement qu'on a déjà utilisé. Okay? Donc, c'est un peu l'idée. Mais là, ça fait juste nous dire que si AB est plus petit ou égal à A carré, alors il existe un plongement. Bien sûr, il y a l'autre question qui est pourquoi est-ce que lorsque AB est strictement plus grand que A carré, alors on n'a pas de plongement? Et ça, la réponse à ça, c'est parce que, ça demande un peu plus de calcul, mais les transformations qui ont matrice jacobienne dans SL4 respectent le volume. Okay? Donc, ils doivent... Bon, c'est une notion quadridimensionnelle de volume, bien sûr. C'est pas donc nécessairement tant le volume qu'on connaît, mais ça se comporte quand même de façon similaire. Et
Donc, les transformations dont la matrice jacobienne a toujours déterminant 1 préservent le volume. Et cette condition-là, c'est précisément dire le volume de mon ellipsoïde est plus petit ou égal au volume de ma boule. Okay? Donc, essentiellement, dès que le volume de mon ellipsoïde est plus petit ou égal, je trouve un plongement dans ma boule de comme capacité A. Okay? Pour SO4, on voit que c'est une condition beaucoup plus rigide. Right? Okay. La condition ici que A est plus petit ou égal à B, ce n'est pas réellement une condition, c'est-à-dire, c'est par hypothèse, dans la définition de notre ellipsoïde, on veut toujours supposer pour comme nous faciliter la vie que B était plus grand ou égal à A, c'est pas un problème. C'est plutôt la condition que B est plus petit ou égal à A. Et ça, comment est-ce qu'on voit ça? Bien, ça demande quand même plus de travail, mais c'est quelque chose que vous allez voir, bien, pas dans SO4, mais dans SO3, dans le cours de géométrie différentielle, normalement, qui est essentiellement les isométries de R3, bien, c'est-à-dire les matrices dont la matrice les transformations dont la matrice jacobienne sont SO4 sont précisément les transformations affines, ça s'appelle. Et ça, c'est-à-dire ce sont juste des translations puis des rotations. Okay? Donc, si j'ai un ellipsoïde, essentiellement, c'est pour ça ce dessin-là, la seule façon de le mettre dans une boule, c'est tout ce que je peux faire, c'est la tourner puis la translater. Fait essentiellement, le plus gros ellipsoïde que je peux mettre, ben, il faut nécessairement que son grand demi-axe, son demi-grand axe, un de ces deux-là, soit plus petit ou égal à grand A. C'est-à-dire, servir à dire, il faut que mon rayon, en guillemets, de mon ellipsoïde soit plus petit que mon rayon de ma boule. C'est une autre façon de l'écrire. Donc, c'est un peu ces deux cas extrêmes. Puis, bon, ces deux problèmes-là se résout essentiellement avec un bac en maths. Okay? Donc, c'est quand même un problème intéressant, ce sera une question normale de se poser, mais on voudrait quelque chose d'un peu plus croustillant quand même. Okay? Et en fait, on voudrait avoir une situation entre ces deux-là. C'est-à-dire une situation, donc en termes de topologie symplectique, ici on a un phénomène rigide, ici on a un phénomène flexible. On voudrait avoir quelque chose qui se comporte entre ces deux-là pour avoir essentiellement un problème un peu plus intéressant. Et là, c'est là, ben c'est ça. Il y a le monde entre les deux. Et là, c'est là qu'on va rentrer dans le sujet. Donc, c'était une longue introduction, tout ça. Dans le sujet de la présentation, les plongements symplectiques et l'étude des plongements symplectiques optimaux. Donc, essentiellement, les plongements symplectiques, ça va être des plongements spéciaux qui vont se comporter un petit peu entre les deux extrêmes qu'on a déjà rencontrés. Donc, commençons avec, qu'est-ce que c'est ça un plongement symplectique? C'est quand même une bonne question. OK. Et pour ça, je dois introduire le groupe symplectique. Okay? Donc, on avait SL4, on avait SO4. Maintenant, on va avoir SIMP2. OK? Mais je vais le définir pour les matrices n par n parce que ça va aider un peu plus à donner une intuition. Okay? Essentiellement, ça semble être une condition totalement arbitraire, mais je vous assure que c'est naturel. OK? Essentiellement, ça ressemble un petit peu à la condition d'être orthogonale. Right? La condition d'être orthogonale, c'est A transposé A est égal à l'identité. Maintenant, ce que j'ai, c'est A transposé J0A est égal à J0, où J0, c'est cette espèce de matrice-là. Et là, les gens qui font mon cours d'analyse complexe devraient reconnaître cette matrice-là. Ça ressemble essentiellement à la multiplication par I. Okay? Donc, si on voit Cn comme étant R2n, puis on regarde la multiplication par I, ça, c'est la matrice qui est représentée. Okay? Donc, c'est un peu à travers ça qu'est apparue cette question-là. Okay? Donc, on considère ce groupe de matrices-là. A priori, c'est juste une définition quelconque, puis c'est tel que tel. C'est pas clair pourquoi on devrait s'intéresser à ça. Je vais parler un petit peu plus par la suite pourquoi on devrait s'intéresser à ça. Mais avant, je veux quand même parler de quelques propriétés du groupe symplectique. Okay? Donc, en fait, il y a 3 propriétés qui vont être importantes. Tout d'abord, toutes les matrices symplectiques ont déterminant 1. Okay? Donc, première chose. Essentiellement, on est bien dans un cas qui va être, en guillemets, plus faible que, ou plus fort, en fait, on va dire, plus fort que SL4. C'est-à-dire, la contrainte de volume va rester parce qu'en particulier, je vais demander à ce que mes transformations préservent le volume. Cependant, on va demander plus que ça, parce que ça, c'est plus fort en réalité que demander de préserver le volume. Par contre, la relation par rapport à SO2n est un peu plus subtile, c'est-à-dire
SO de n n'est pas inclus à l'intérieur de simp n, mais il y a une intersection non triviale. Okay? Puis je ne vais pas expliquer ce que je veux dire par égal à un, mais essentiellement, il y a une façon comme naturelle d'identifier l'intersection entre les deux au groupe des matrices unitaires n par n. Okay? L'important du point 2, c'est de dire qu'il y a une intersection quand même non triviale. Et le troisième point, c'est, bon, c'est pas, comme je dis, on va s'intéresser nous autres à simp 2, mais simp 1 est quand même, on pourrait quand même regarder simp 1, et ça donne que simp 1, c'est juste SL2. Okay? Donc, c'est-à-dire, lorsqu'on regarde des transformations symplectiques du plan complexe, c'est la même chose que juste regarder les choses qui préservent l'air. Okay? Et donc, ça, c'est un peu plus de mots pour expliquer. Donc, la conséquence du premier point, comme j'ai dit, c'est les plongements symplectiques, donc c'est-à-dire les plongements dont la matrice jacobienne sont dans simp 2, préservent le volume. Right? Parce que le groupe symplectique est inclus à l'intérieur du groupe linéaire spécial. En particulier, ça nous dit que notre borne de volume qu'on avait doit être respectée par les transformations symplectiques. De même, l'intersection entre SIM2 et SO4 est non triviale. Par contre, étant donné que c'est pas égal, c'est-à-dire l'intersection entre les deux n'est pas égale à SO4, c'est-à-dire SIM2 n'est pas SO4, on pourrait très bien ne pas respecter la condition on pourrait très bien ne pas respecter la condition qu'on obtenait avec SO4. C'est-à-dire, ça se pourrait très bien qu'on trouve une ellipse qui se plonge symplectiquement dans une boule, mais où A est strictement plus petit que B. Donc ça, c'est quelque chose qui va arriver. Et finalement, le but du point 3, pourquoi est-ce que j'en parlais, c'est parce que ça explique pourquoi est-ce qu'on a pris cette définition-là d'ellipsoïde. Right? Parce que si on retourne au tout début, ça commence à être long, a priori, si je définissais un ellipsoïde dans R4, je pourrais prendre 4 demi-grands axes. Right? En fait, je pense que ça vaut la peine de revenir. Ça va être long, on va y arriver. Oui, OK. Parce que vous voyez, quand je vois du point de vue réel, j'ai 4 nombres que je pourrais changer. Okay? Mais le point est que, ultimement, moi, depuis le début, je m'intéressais au plongement symplectique. Et du point de vue symplectique, comme j'ai dit, dans une transformation bidimensionnelle ou unidimensionnelle complexe, une transformation symplectique, c'est la même chose qu'une transformation qui préserve l'air. Donc, essentiellement, je pourrais toujours m'arranger pour que ces deux demi-axes-là soient égaux et ces deux demi-axes-là soient égaux. Okay? Essentiellement, il y aurait toujours une transformation que je pourrais faire pour réduire à ce cas-là. Okay? Donc, c'est un peu pour ça que je prends juste 2 demi-grands axes, parce qu'en réalité, du point de vue symplectique, c'est pas une perte de généralité par rapport à avoir 4 demi-grands axes. Un demi-axe. Okay? Différent. Donc, c'est un peu ça l'idée. Okay? C'est un peu une conséquence abstraite, mais bon. Fantastique. Et là, c'est là la question, c'est « Wow, j'ai défini un groupe de matrices. Il y a plein de belles propriétés, mais à quoi ça sert cette affaire-là? Right? C'est comme, pourquoi est-ce que j'essaierais de m'intéresser à des plongements symplectiques? Bon, la première motivation, du moins de mon point de vue, c'est bien sûr la topologie symplectique, qui est mon domaine de recherche. Donc, en topologie symplectique, on s'intéresse à des espaces qui ont une notion de transformation symplectique, donc de transformation dont la matrice jacobienne est dans le groupe symplectique. Donc, puis, essentiellement, les questions de plongement symplectique, c'est des questions comme très traditionnelles dans le domaine, parce qu'elles permettent d'un peu de comprendre la subtilité, puis c'est quoi les interactions entre le cas métrique et le cas symplectique. Donc, il y a comme des petites subtilités là-dedans. Deuxième motivation, la mécanique classique. Donc, si quelqu'un dans la salle a fait le cours de mécanique classique 2, vous avez rencontré des choses qui s'appellent des transformations canoniques. Et les transformations canoniques, c'est précisément des transformations dont la matrice jacobienne est dans le groupe symplectique. Donc, essentiellement, d'un point de vue physique, les problèmes symplectiques, essentiellement, c'est comme les problèmes qui sont permis par la théorie de Hamilton. Okay. La troisième, ça, je dois avouer que c'est un truc que je connais moins personnellement, mais selon ce que j'ai lu, il y a des applications à des histoires de plongement aux problèmes de systèmes dynamiques et d'équations de dérivées partielles. Okay? Donc, ça, c'est apparemment qu'il y a des applications à ça. On me dit. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Et finalement, moi, ma raison préférée, c'est une citation de Gromov, donc un grand mathématicien du 20e siècle,
qui dit essentiellement les mathématiques, tout ce qui est important, c'est essentiellement un problème est important si la résolution est intéressante. Okay? Et donc, c'est un peu ça, un peu l'histoire avec les plongements symplectiques. Pour moi, la meilleure motivation, c'est juste, bien, on s'occupe à ça parce que ça donne que c'est un problème difficile à résoudre, puis il y a quand même une solution surprenante. Donc, ça, c'est mon point de vue de la chose. Vous pouvez ne pas être d'accord. Donc, et justement, parlant de Gromov, on va continuer avec lui. Donc, Gromov est très important dans le domaine de la topologie symplectique. Il a démontré beaucoup de choses. Puis un peu, c'est un théorème qui est dû à lui, qui a un peu lancé cette histoire-là de... qui a un peu lancé cette histoire-là des problèmes de plongement symplectique, parce que c'est lui un peu qui a démontré que c'était un problème intéressant en réalité. Et donc, avant d'expliquer pourquoi c'est intéressant, je vais encore devoir définir un autre ensemble. Okay? Je suis désolé, mais c'est de même la vie. Il est plus simple que le précédent, par contre. Essentiellement, ceci-là, encore une fois, si vous pensez à C2 comme étant R2 à la place, c'est pas particulièrement intéressant, en fait, si vous regardez C2. Mais si vous faites essentiellement ça, c'est un cylindre. Okay? Donc, pensez-le, si vous faites une coupe 3D de votre espace 4-dimensionnel, cette chose-là, c'est l'intérieur d'un cylindre de rayon 1. Ben, d'un rayon racine carrée de A sur pi, à cause de ma normalisation. OK. Donc, cette chose-là, c'est un cylindre. Et le théorème de Gromov, okay, c'est le théorème de non-plongement de Gromov. En tout cas, il n'y a pas tant de convention sur comment l'appeler en français, ce théorème-là. En anglais, il appelle ça le non-squeezing theorem, qui est un peu plus évocatif, parce qu'il dit essentiellement qu'on ne peut pas squeeze d'une façon symplectique. Et le point est que s'il existe un plongement symplectique de ma boule de capacité petit a dans mon cylindre de capacité grand A, alors nécessairement A est plus petit ou égal à grand A. C'est-à-dire, dans ce problème-là précis, donc ce n'est pas le problème que j'ai posé au départ, mais c'est un problème connexe. Quand même, c'est encore un problème de plongement, excepté que maintenant, ce n'est pas des ellipsoïdes dans des boules, c'est des boules dans des cylindres. Mais la solution est que dans cette situation-là, ça se comporte comme le problème SO4. Cette situation-là ne se comporte pas comme le volume, parce que c'est un peu ça le processus d'image. Donc ça, j'ai volé ça du manuel de Dusan McDuff et Dietmar Salomon. Donc c'est pas moi qui ai fait ça, comme vous pouvez vous en douter par la qualité de l'image. Regarde, OK, j'avais une semaine pour préparer cette présentation-là. J'ai commencé à voler des images. OK? Le point de vue, c'est que si le seul vrai problème en symplectique, ce serait la bande de volume, j'aurais pas de problème à faire ce qui était défini ici. C'est-à-dire, si réellement tout ce que j'avais besoin, c'est de préserver le volume, bien, je pourrais juste prendre ma boule, l'étirer assez, puis la rentrer dans un cylindre arbitrairement petit. C'est pas un problème parce qu'il y a de la place à l'infini en haut puis en bas. En fait, je peux juste comme toujours l'étirer. Mais le point, c'est que par une magie étrange, il se passe des choses en symplectique qui font en sorte que cette chose-là ne peut pas arriver. Et donc, en termes de topologie symplectique, c'est un phénomène rigide qu'on appelle. Okay? C'est-à-dire, c'est une situation où le problème ne se comporte pas comme on pourrait s'y attendre si on faisait juste préserver le volume. Donc, c'est un peu ça l'idée, le début de ce problème-là. Et donc, maintenant, après le théorème de plongement de Gromov, essentiellement, il y a eu comme beaucoup de travail sur étudier différents types de plongements. Donc là, aujourd'hui, je présente les ellipsoïdes dans les boules, mais aussi des polydisques dans les boules, des polydisques dans des ellipsoïdes. Toutes les versions que ça vous tente existent. Donc, puis la raison pour laquelle les gens étudient ça, c'est qu'ultimement, on ne comprend pas très bien ces phénomènes-là. Donc, étudier les plongements symplectiques optimaux, on espère, vont comme révéler des comme vérités profondes sur la topologie symplectique. Est-ce que ça va fonctionner? C'est un mystère. Et ça donne aussi que comme le résultat est vraiment surprenant. Okay? Il y a aussi ça. Good. Donc, je vais commencer par expliquer, en fait, le théorème. En fait, donc, le problème des plongements dans les ellipsoïdes dans une boule a été entièrement résolu. Mais quand même récemment, je pense que j'ai écrit, mais je pense que c'est juste en 2012 qu'il a été résolu complètement. Il y avait des réponses partielles qui avaient été trouvées depuis les années comme 90, mais sincèrement, ça a quand même pris du temps avant d'avoir une solution. Et donc, pour essentiellement expliquer la solution, je vais devoir introduire une autre fonction, okay, que j'appelle CEB, E pour ellipsoïde, B pour boule, bien sûr, A. Okay? Donc, c'est une grosse formule
c'est opaque. C'est pas tant clair comme qu'est-ce que je suis en train de faire en ce moment. Je prends l'infimum sur tous les grands A, puis je regarde tous les plongements d'un ellipsoïde 1A dans une boule grand A qui sont symplectiques. Okay? Donc, pi A est plus grand ou égal à 1. Puis, rappelons que j'ai appris la convention que le demi-axe à droite est toujours plus grand que le demi-axe à gauche. Oui? Pour être sûr que je suis. Donc, ce que tu fais dans le fond, c'est que tu prends le plus petit rayon d'une boule qu'il y a un plongement. Exactement, c'est ça. Tu sais, c'est comme, assurément, pour A, c'est grand, il existe un plongement, ça, c'est pas un problème. Puis après, je vais juste regarder le plus petit. Puis en fait, c'est justement ça que je vais l'écrire dans la prochaine ligne. Autrement dit, il existe un plongement symplectique de mon ellipse 1A dans ma boule A, si seulement si grand A est plus grand ou égal à CEBA. Okay? Question niaiseuse. Oui? Tu me dis qu'assurément, il existe un plongement dans une boule assez grande parce que juste éventuellement, la boule, c'est comme l'identité, ça va être. Oui, c'est ça. Éventuellement, l'identité va fonctionner. Puis l'identité est assurément une transformation, assurément un plongement symplectique, il n'y a pas de question. Ouais. L'identité, c'est vraiment l'être du groupe. Oui, exactement. Exactement. Un vrai fait. Ouais. Donc, ouais. Point important quand même, c'est un infimum, pas un minimum. C'est pas toujours atteint comme valeur. OK, donc, on regarde cette fonction-là. Pourquoi on regarde cette chose-là? Parce que, essentiellement, lorsque grand A va être égal à ça, si c'est possible que grand A soit égal à ça, ça va être exactement le meilleur plongement symplectique que je peux faire. Donc, ton inégalité, la dernière inégalité est stricte ou... Ça dépend des situations. Des fois, elle est stricte, des fois, elle ne l'est pas. Ça dépend des valeurs de A, je pense, ça, si je ne me trompe pas. Parce que, comme on va le voir bientôt, des fois, ça arrive que c'est juste la contrainte de volume, c'est la seule contrainte. Puis dans ce cas-là, c'est atteint par... Parce qu'on le sait, c'est atteint dans le cas, ça respecte le volume. Oui? Qu'est-ce qui s'est passé avec petit B? Pourquoi il va? Ah ah! Oh! J'avais prévu cette question-là. OK. Pourquoi est-ce que je me suis débarrassé de petit b? C'est la chose suivante. Donc, je prends un C strictement positif. Et ce que je dis, c'est si j'ai un plongement. Donc, si j'ai un plongement de mon ellipse 1A à ma boule grand A, je peux définir un plongement que j'appelle psi-C, qui est essentiellement, dans le domaine, je divise par racine carrée de C, puis dans le codomaine, je multiplie par racine carrée de C. Donc, essentiellement, je restreins, j'applique l'application, puis après, je réexpand. Et ça, je peux vérifier que c'est effectivement un plongement symplectique. En fait, c'est un plongement symplectique si seulement si le premier l'était. Et ça, maintenant, c'est un plongement de l'ellipsoïde CAC dans la boule C grand A. Et donc, étant donné que je peux prendre n'importe quel C, ça me permet essentiellement de comme... Donc, ça me dit essentiellement le problème avec 3 variables, donc avec ABC, je peux toujours le réduire à un problème avec juste 2 variables, avec petit a et grand A, parce que essentiellement, je peux toujours multiplier par cette constante C pour me débarrasser d'une des constantes. Et après ça, tu as juste à analyser une fonction d'une seule variable aussi. Exactement, c'est ça. C'est vraiment plus simple d'analyser une fonction d'une variable qu'une fonction de 2 variables. Encore une fois, juste pour voir si je suis Ouais. absolument ce que tu es en train de faire. Ce que tu me dis, c'est je peux juste prendre l'ellipse, Ouais. la remettre à l'échelle par un facteur C pour qu'elle fitte dans une ellipse 1 Ouais. Fait qu'après ça, je peux. Tant que la proportion Ouais, tant qu'elle après dans est la même, ouais. c'est la même. Ouais, exactement. Sinon, tu peux le voir d'un point de vue genre purement calculatoire, pas d'intuition géométrique aucunement. Tu regardes ta matrice jacobienne, tu es en train de faire des dérivés partiels, tu fais dériver en chaîne le terme que tu multiplies, annule le terme que tu... Je vais juste toujours avoir comme si multiplié par genre une matrice. C'est comme un autre. Ouais, aussi, tu peux voir comme ça, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un peu l'idée de cette petite manipulation-là. Ça nous permet de nous débarrasser d'une des constantes. Good. Autre question, en passant. Ça, je vois une bonne vitesse. Donc, good. OK. OK. Puis là, c'est là la partie un peu surprenante. Puis la raison pourquoi, à l'origine, je voulais présenter sur ce sujet-là, c'est que, pour une raison vraiment obscure, il y a des nombres de Fibonacci qui apparaissent. OK? Puis là, OK, j'ai rappelé c'est quoi les nombres de Fibonacci, mais je pense que tout le monde a été bombardé dans sa vie en tant que personne en maths par... C'est quoi? C'est plus une astuce pour... on prend une convention qui est légèrement non normale. On a un nombre de Fibonacci -1, puis un nombre 0. Mais vous pouvez vérifier que
après, toutes les autres qui suivent la règle qu'on est habitué. Okay? Puis bien sûr, c'est ça. Donc, le rapport converge vers le nombre d'or. OK. Donc, ça, c'est comme, pourquoi s'il y a des nombres de Fibonacci, c'est comme, on ne s'attend pas à ça. Puis là, en fait, exactement, OK, une petite triche, c'est pas réellement des nombres de Fibonacci, on va regarder, c'est plutôt des ratios de nombres de Fibonacci, OK? C'est pas très important c'est quoi précisément AN et BN, excepté que c'est construit à partir des nombres de Fibonacci. L'important, c'est qu'ils suivent cette progression-là, c'est-à-dire BN-1 va toujours être strictement plus petit que AN, qui va toujours être strictement plus petit que BN, qui va toujours être strictement plus petit que AN plus 1, et ainsi de suite. Donc, ça alterne toujours comme ça. Et on peut prendre leur limite, et ça tend vers le nombre d'or à la 4. Okay? C'est vrai pas tant être surprenant à un certain sens, parce qu'il y a une différence de 2 entre ceux-là. Enfin, ça devrait tendre vers le nombre d'or au carré. Puis là, on vient un carré, fait, ça se remonte à la 4. Okay? Un petit peu solidé dans les manipulations. Ouais. C'est 2n plus 3 divisé par 2. Ouais, c'est ça. Puis le BN, lui, c'est une différence de 4. Fait que c'est pour ça qu'il y a un 4 dans l'exposant, ouais. Comme quand on fait la petite manipulation pour obtenir comme l'équation du nombre d'or, ça va donner comme le nombre d'or à la 4 à la place. Et puis là, c'est là le gros théorème. Donc, théorème dû justement à Dusha-Madoff et à Félix Schenck. OK, encore, ça va être du blabla. Après, je vais montrer l'image, puis ça va être un peu plus clair. Mais le point, c'est qu'il y a essentiellement 3 régimes. OK? Pour des petites valeurs de A, cette chose-là se comporte comme des marches. Okay? C'est pour ça qu'on appelle ça un escalier. Okay? Donc, on a des marches et les points où c'est plus linéaire, ça c'est comme un truc linéaire par morceau, ben, sont donnés par ces espèces de nombres qui sont reliés, ces ratios de nombres de Fibonacci. Ensuite, il y a une espèce de régime intermédiaire où racine carrée de A, c'est la borne de volume. Okay? Donc, encore une fois, à cause de notre normalisation. Essentiellement, ça va être presque partout racine carrée de A, excepté sur 9 intervalles qui sont où, comme, on va voir quelque chose qui va être comme linéaire par morceau, ça va vraiment être lettre. Puis après, il va vraiment juste avoir la borne de volume. Okay? Fait, essentiellement, pour des grandes valeurs de A, toutes les espèces d'obstructions purement symplectiques disparaissent par magie, et tout ce qui reste, ben, c'est pas de la magie, là, tout ce qui reste, c'est l'obstruction de volume. Okay? Puis là, après, ben, ce problème-là, on le connaît parfaitement. Okay? Et donc, encore une fois, j'ai volé les images, mais là, je le cite, c'est pas grave. OK, donc ça, c'est la partie escalier. Donc, qu'est-ce qui arrive? Essentiellement, dans 1-1, ça veut dire essentiellement que lorsque je prends la boule de rayon 1, bien pas réellement de rayon 1, là, mais de rayon comme 1, racine carrée de 1 sur pi, bien, essentiellement, le plongement optimal, c'est celui donné par le volume. C'est juste comme l'inclusion de la boule dans la boule. Ce qui n'est pas très surprenant parce que, clairement, à cause du volume, on n'a pas le choix de respecter ça. Mais lorsqu'on augmente la valeur de A, donc lorsqu'on augmente un des demi-actes de notre ellipsoïde, on se met à plus respecter. Donc, la ligne ici, c'est la borne de courbure. Pas la borne de courbure, la borne de volume. Okay? Et donc, quand on approche de A, on se ramasse à avoir des conditions supplémentaires si on ne respecte plus juste la norme de la borne de volume. Mais là, à un moment donné, on arrive à un point. Puis là, il y a une drôle de situation où, essentiellement, on augmente le demi-axe de notre ellipsoïde, mais ça reste qu'on peut continuer de plonger dans la même boule, pour une raison complexe. Jusqu'au point où on arrive, où on a hit la borne de courbure, puis on recommence à avoir des nouvelles obstructions. Donc, ça fait ça. Et là, après, il y a comme cette situation-là, qui sont les intervalles disjoints mystérieux. On ne les voit pas toutes, parce qu'il y en a beaucoup qui sont comme vraiment des très petits intervalles. On voit comme les 3 plus gros, puis on se doute qu'il y a des choses qui se passent ici. Puis, la note importante, c'est que ici, contrairement à ici, donc ici, la pente de ce segment-là est nulle. C'est vraiment plat, plat, plat. Ici, c'est pas réellement plat. Okay? Il y a une très petite pente. Okay? Donc, c'est réellement comme linéaire par morceau et non juste comme constant. Ouais, c'est ça, c'est vraiment bizarre qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Ça, c'est la partie que je ne comprends particulièrement pas pourquoi ça fait ça. Mais bon, ça fait ça. Okay? Puis après ça, ben, c'est juste comme une racine carrée, donc ça continue comme ça. OK. Donc ça, c'est le théorème. Et donc, pour le restant de la présentation, essentiellement, le but, ça va être un peu d'expliquer la comme morale de comment ces choses-là apparaissent. Okay? Parce que comme j'ai dit dans mon résumé, si vous avez lu mon résumé, c'est le genre de problème qui n'est pas si dur à expliquer. Right? J'ai réussi quand même à l'expliquer en une demi-heure.
Mais la résolution, c'est quand même un article de genre une cinquantaine de pages qui cite probablement comme d'autres articles. En fait, qui cite assurément d'autres articles. Donc, il y a quand même beaucoup de travail qui rentre en jeu et c'est quand même des méthodes assez technologiquement avancées d'un point de vue mathématique. Donc, c'est ça que je vais essayer. Je vais essayer de comme expliquer un peu la morale de pourquoi, de comment est-ce qu'on mesure les obstructions supplémentaires. OK? Et en réalité, la morale de ça est déjà baked in dans la preuve du théorème de non-plongement de Gromov. Okay? En réalité, Gromov avait déjà... en fait, c'est lui qui a introduit ce qu'on appelle les courbes presque holomorphes. Et c'est lui qui a utilisé cette technique-là en topologie symplectique pour démontrer plusieurs résultats. Okay? Donc, la clé de la preuve, essentiellement, c'est que si j'ai un plongement... donc, je rappelle, le théorème de non-plongement de Gromov, c'est un plongement d'une boule dans un cylindre. Okay? Donc, si j'ai un tel plongement, bien alors, nécessairement, je vais avoir une certaine courbe, okay? Donc c'est une courbe au sens complexe, donc ça a une dimension 1 complexe et non donc dimension réelle 2. Je vais avoir comme une espèce de copie du plan à l'intérieur de mon cylindre qui va être holomorphe modulo une petite perturbation. Okay? Donc, c'est pas... Donc, encore une fois, si vous n'avez pas vu c'est quoi holomorphe, c'est un peu long à expliquer, essentiellement, ça respecte un système d'équations au dérivé partiel. C'est probablement la leçon la plus simple. Mais ce n'est pas exactement celui que vous avez rencontré dans votre cours de variables complexes. Il y a un petit terme de perturbation supplémentaire. Et puis, bon, si vous avez fait le cours d'EDP au cycle supérieur, comme lesquelles les personnes qui ont fait ça, ultimement, c'est parce que ultimement, c'est comme une perturbation d'ordre zéro sur l'équation elliptique de Cauchy-Riemann. En tout cas, donc, ça fait en sorte que toutes les propriétés sont conservées. Okay? Puis l'observation de Gromov, c'est vraiment ça la clé, c'est qu'en réalité, justement, perturber l'équation de Cauchy-Riemann, ça fait quand même en sorte que les solutions respectent plein des belles propriétés. Donc, par exemple, le principe du maximum va être respecté encore. On va avoir le principe des zéros isolés aussi va encore être là. Il y a des choses qui vont disparaître, mais il y a beaucoup de choses qui vont rester. Et donc, ça fait que c'est des choses extrêmement rigides et ces choses-là vont nous permettre de faire des vrais calculs à la place d'avoir des trucs un peu abstraits qui sont durs à comprendre. Okay? Et le point, ultimement, c'est que cette courbe-là, elle existe, puis étant donné qu'elle va comme passer à travers l'image de la boule, elle doit avoir une certaine aire, et là, à cause d'une idéalité sur les aires, ça force la condition petit a est plus petit ou égal à grand a. Okay? Donc, c'est ça l'idée. Les techniques qui rentrent là-dedans, par contre, sont très compliquées. C'est de la grosse analyse sale. Okay? Okay. Par contre, ça a mené à Eliashberg essentiellement énoncer un principe général qui semble être vrai jusqu'à présent. J'appelle ça une conjecture, c'est pas si clair. Okay? Donc, c'est toute obstruction a un plongement symplectique, outre celle du volume, et provient en réalité de l'existence d'une certaine courbe presque holomorphe. Okay? Donc, essentiellement, ne pas respecter simplement juste la borne du volume, c'est équivalent à dire il existe une certaine courbe qui respecte certaines propriétés. Donc, c'est une façon de traduire entre les deux énoncés. Et ça donne, c'est pour ça essentiellement que je regarde en dimension 4, parce qu'en dimension 4, on sait que c'est exactement vrai. Okay? Donc, de dimension supérieure, pas encore à 100%. Donc, ceci mène un peu à qu'est-ce que McDuff et Schleng ont fait essentiellement? Bien, essentiellement, le principe d'Eliashberg se traduit dans le problème en disant bien, notre fonction, ça va toujours être le max entre la borne de volume et certaines obstructions supplémentaires. Donc, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est calculer ces obstructions supplémentaires. Okay? Puis là, c'est là la partie difficile, parce que je dis c'est juste ça qui reste à faire, mais c'est bien sûr ça qui demande beaucoup de travail. Et donc, je ne vais pas expliquer vraiment pas en détail, mais essentiellement, grosso modo, la morale, c'est en faisant un petit peu d'astuce sur le problème, on réduit le problème de plonger une ellipse à plonger n boules de façon symplectique dans notre grande boule. Donc, on réduit notre problème de plongement à un problème d'entassement. Et puis, ça donne que c'est équivalent à d'autres énoncés. On comprend mieux les problèmes d'entassement essentiellement de boule dans boule. Fait à partir de ça, on peut montrer que c'est comme équivalent à l'existence de certaines courbes dans certains espaces bien compliqués. Et puis là, l'avantage, c'est que tout ça, en réalité, les espaces bien compliqués, ça va être des espaces qui sont construits à partir d'espaces projectifs complexes.
Fait que là, on va avoir accès à de la théorie de géométrie algébrique complexe, qui est comme, bien sûr, quelque chose que vous n'avez pas vu, mais essentiellement, ça va permettre, ça c'est relié à la théorie des nombres, donc essentiellement, ça va permettre de réduire ce problème géométrique-là à un problème de théorie des nombres. On va se ramasser essentiellement avec un système d'équations entières. Il va falloir trouver des solutions entières de tout ça qui respectent certaines propriétés. Puis là, essentiellement, les équations qu'on va obtenir, ben, les solutions, ça va être des nombres de Fibonacci, ça donne. Okay? Puis c'est essentiellement ça, l'idée de la preuve. Okay? Puis là, je pense que je vais finir là. C'est un peu plus vite que je le pensais, mais bon, c'est ça qui va être ça.